L'idée, c'était de pouvoir proposer à certains grands voyageurs, puisque c'est un peu l'ADN aussi de Tamera, de faire des grandes caravanes, de partir pour 100, 120, 130, 150 jours. Donc là, c'était de pouvoir proposer à des grands trekkers de faire l'intégralité de la traversée du Népal, puisqu'en fait, on s'aperçoit au Népal qu'il y a 1, 2, 3 itinéraires qui sont très connus, classiques. Après, quelques itinéraires qui sont un peu plus hors des sentiers battus, et finalement on peut juste les mettre bout à bout pour faire cette grande traversée du Népal. Le côté un peu extraordinaire de cette grande traversée, c'est que non seulement on enchaîne une dizaine d'étapes et on traverse le pays en large, mais en plus on va proposer en un seul voyage 5 ou 6 itinéraires qui sont très peu empruntés et assez complexes à mettre en place. Certaines personnes ne vont faire qu'une, 2 ou 3 étapes. Ils peuvent aussi faire 3 étapes une année, 3 étapes l'année d'après, 4 étapes, et en 3 ans, ils ont fait l'intégrale. Pour cette traversée, effectivement, on a décidé de la faire partir de l'ouest, de la frontière chinoise et indienne, donc de Simikot, pour aller vers le Kanchenjunga, pour aller vers le Sikkim. Pour une question de timing déjà, puisqu'en 4 ou 5 mois, il vaut mieux partir en été pour passer la partie d'Olpo Mustang, où la mousson ne passe pas, et arriver en hiver de l'autre côté. La chose un peu différente de cette grande traversée du Népal, c'est qu'on ne l'a pas calquée sur la Great Himalayan Trail qui existe, et on a essayé de faire des variantes encore plus intéressantes. J'avais déjà l'idée de faire une grande traversée quelque part, je savais pas où, quoi. Et quand j'ai acheté Népal, tout de suite mythique, les rêves de gosse qui ressortent, et puis voilà, quoi, c'est parti. J'ai vu ça sur le site de Tamera il y a quelques années, je crois. Et juste comme ça, par curiosité, puis j'y ai repensé en 2018, comme j'allais avoir du temps en 2019 pour le faire, donc c'est pour ça que je l'ai fait à ce moment-là. Ce qui a été dur, c'était en fait physiquement de pouvoir tenir sur le long terme. Le plus dur, c'est vraiment le passage des 3 cols, l'Amphulapsa, le West Col et le Sherpani Col. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est de faire cette traversée avec des gens que je connaissais pas, et ça a été du coup une aventure humaine très importante et très intéressante. Surtout la diversité des paysages, parce que quand on pense au Népal, on pense surtout aux montagnes, à l'Himalaya. Et c'est vrai que d'avoir traversé des basses vallées, un peu de forêt tropicale, ça a été une vraie surprise, une vraie découverte. Être bien physiquement, sans être dans l'excès, c'est pas la peine de s'hyper entraîner, c'est pas utile, c'est pas ça dont on a besoin. Ce qu'il faut surtout, c'est voir au jour le jour comment on se sent, ce qu'on peut faire, ne pas trop tenir compte aussi des autres participants qui vont 10 fois plus vite que nous. Il faut être, je dirais, assez ouvert d'esprit pour bien se rendre compte qu'en 5 mois, on va pas suivre le programme à la lettre, qu'il va y avoir plein d'aléas sur l'itinéraire, la météo et tout. Donc il faut prendre les choses comme elles viennent au jour le jour. Peut-être que le doute se serait instauré s'il y avait eu des problèmes physiques, mais bon, il n'y a pas eu de problème physique. Oui, clairement, dès le début, j'ai eu vraiment des doutes. Quand tu fais des choses comme ça, tu te mets dans ton monde et entre guillemets, tu t'isoles un petit peu par rapport à tout ce que tu as vécu ou ton ancienne vie. Il n'y a rien qui m'a manqué, non, il n'y a rien. Le Kanchenjunga, j'ai vraiment kiffé dessus, quoi. J'ai vraiment trouvé ça vraiment fabuleux par rapport à tout ce qui est de la diversité justement de paysages. Le massif du Kanchenjunga, c'était vraiment une grande découverte. Dolpo, pour l'aspect vraiment isolement. J'ai énormément aimé le Far West et le Dolpo au début. C'était vraiment une belle surprise. Autant les paysages que les villages qu'on traversait ou même les carcas, les gens qu'on rencontrait, c'était vraiment super. Vous avez vraiment une équipe là-bas qui est extraordinaire, quoi, vraiment extraordinaire. Et qui est vigilante sur tous les points de vue, d'un point de vue sécuritaire, pour voir si on est bien, si on n'est pas bien,
tout le temps présents près de nous et moi je les ai trouvés vraiment super cool quoi. S'ils étaient à la hauteur, oui, ils étaient même plus qu'à la hauteur. Hein. C'était génial de voir à quel point ils étaient eux-mêmes contents de visiter d'autres parties du Népal qu'ils connaissaient pas forcément eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui étaient du même village et même parfois de la même famille. Donc il y avait l'impression que ça donnait, c'est qu'il y avait quand même une très bonne ambiance entre eux, qu'ils étaient très complices et tout. Voilà, donc c'était un retour des 4 participants de la grande traversée du Népal de 2019. Bon, le départ de 2020 est lui aussi garanti avec autant de participants, sinon plus. Bon, comme vous le voyez, on est dans les projets d'envergure au Népal qu'on maîtrise très bien. Nous avons donc 45 voyages au Népal. Aucune autre agence, à notre connaissance, ne propose une offre aussi large avec une telle maîtrise du terrain. Ça va de la randonnée accessible à des treks plus engagés jusqu'aux grandes expéditions à 7000 voire 8000 mètres. Nous avons d'ailleurs plusieurs départs sur des sommets à 6-7 000 mètres confirmés pour l'automne et l'ascension de l'Everest et du Manaslu pour le printemps prochain. Alors notre première étape est de Simikot au lac Rara. Donc on part de l'extrême ouest du Népal pour aller vers l'est pour une question de saisonnalité et on explore ce qu'on peut appeler le Far West népalais qui est très très peu visité avec des altitudes autour de 3000 mètres sans haut col. Donc ça permet une très belle acclimatation. C'est une étape de 15 jours qui permet à ceux qui ne connaissent pas cette partie du Népal d'en avoir un aperçu. Alors la deuxième étape, la caravane du Dolpo, donc qui va du lac Rara à Jomsom. Bon, on commence à prendre un petit peu d'envergure. C'est une étape en 33 jours avec une dizaine de hauts cols à plus de 5000 mètres. Ça commence très fort aussi parce qu'on part du lac Rara pour rejoindre le Dolpo. Donc c'est un itinéraire très peu emprunté avec des enjeux d'itinéraire. On part du lac Rara, on passe dans des gorges, on arrive au bout d'une dizaine de jours dans le haut du Dolpo, dans le haut Dolpo à Bijor, et là on rejoint les villages classiques de Saldang, de Dotarab, de la vallée des chevaux excellents, de Charka, et puis après on prend un chemin avec 6 à 7 hauts cols qui va vers le Mustang et vers Jomsom. Alors le Dolpo, c'est un pays qui n'a rien à voir ou pas grand-chose à voir avec le reste du Népal, qui est bien distinct, qui a une tradition tibétaine très forte. On peut y voir de nombreux monastères du bout du monde, de la religion bouddhiste tibétaine, mais aussi de la religion Bön, qui est la religion pré-bouddhique au Tibet. Alors, il y a aussi des traditions caravanières très fortes, puisque c'est vert, mais il y pousse un petit peu d'orge. Et en fait, il y a des caravanes qui partent avec des sacs d'orge pour aller rejoindre les plateaux du Tibet, avoir des sacs de sel qui vont ensuite envoyer dans le sud du Népal et acheter du riz et de l'orge, enfin échanger. Donc, il y a cette tradition d'échange et on peut encore voir de nos jours, surtout en juillet-août, des grandes caravanes de yaks qui viennent du Tibet. Alors, le Dolpo, il y a plusieurs itinéraires au Dolpo plus ou moins engagés à d'autres saisons. Nous, on part au mois d'août pour cette étape, mais il est possible d'aller au Dolpo du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. La mousson n'y passe pas, mais en juillet-août, il y a souvent quelques pluies en fin d'après-midi et dans la nuit, donc c'est pour ça qu'on y trouve un paysage assez vert. Alors la troisième étape, des Annapurna au Manaslu, nous permet de visiter des régions classiques et fréquentées. Donc on arrive sur le tour des Annapurna avec le Torong Pass et le tour du Manaslu avec le Larke Pass, ces deux cols à plus de 5000 mètres. C'est un itinéraire qui est donc assez confortable puisqu'on nous retrouvons les lodges. Nous arrêtons le mode camping pour passer du temps en lodge. C'est une étape de 22 jours. Ça nous permet d'enchaîner 2 treks classiques. On les fait à l'envers, ce qui est plutôt intéressant et ce qui nous permet d'aller donc vers le Ganesh Himal. Donc c'est
Ce sont des régions assez habitées, avec des villages, des ethnies assez diversifiées, avec par exemple les Thakali au départ, quelques populations tibétaines dans le nord de la Bukit Gandaki, et puis surtout une population Gurung avec beaucoup de villages Gurung, mais aussi beaucoup d'autres ethnies. On y va de villages qui sont encore à 4000 mètres d'altitude, aux basses vallées qui sont quasiment à 1500, 1200 mètres d'altitude. Donc on a une diversité qui est assez incroyable en termes d'ethnie, mais aussi en termes de culture et d'agriculture. Bon, ce sont des régions, là on va sur les classiques, mais ce sont des régions où nous proposons aussi des programmes alternatifs, un peu plus hors des sentiers battus. Par exemple, sur le Tour des Annapurna, on a un passage par le Mesokantola et le lac Tilicho. Sur le côté du Manaslu, nous proposons d'aller explorer la vallée de la Tsum au pied du Ganesh et même d'enchaîner la vallée de la Tsum avec le tour du Manaslu. Dans cette région, nous proposons aussi des ascensions. Par exemple, dans la région des Annapurna, nous avons l'ascension de l'Imlungimal, qui est un sommet à plus de 7000 mètres. Dans la région du Manaslu, nous avons carrément le sommet du Manaslu à plus de 8000 mètres, dont le départ sera au printemps prochain avec Polo Grobel. Alors la quatrième étape, c'est la traversée du Ganesh Himal. Donc nous reprenons le mode camping et nous laissons les lodges puisque nous arrivons dans une région beaucoup plus préservée, beaucoup moins fréquentée. Donc le Ganesh Himal est un sommet à 7400 mètres que l'on voit tout du long du trek et on peut y traverser de nombreux villages Tamang. Donc on arrive sur une autre ethnie encore. On reste le plus souvent en basse altitude, donc il n'y a pas de haut col. C'est l'occasion idéale par exemple pour le conjoint qui n'a pas forcément le niveau de celui qui fait la grande traversée de venir lui faire une petite visite presque à mi-parcours. Alors, la cinquième étape du Langtang au Rolwaling via le Tilman Pass, qui est un col très peu emprunté à 5300 mètres. Bon, son nom vient de l'explorateur Bill Tillman, très connu au Népal, qui a vraiment été un explorateur de la haute montagne en Himalaya. Donc, cette région est à la fois classique puisqu'on peut se rendre au Langtang en lodge tranquillement, mais si l'on veut faire une grande traversée pour rejoindre le Rolwaling, il y a deux solutions. La première, c'est le Tilman Pass. La deuxième, ça sera la variante si jamais les conditions sont pas bonnes, c'est le Ganjala, qui est un col plus praticable, un peu plus au sud. Donc c'est encore une fois un itinéraire hors des sentiers battus. On commence à utiliser les crampons, un petit peu de corde. Bon, c'est pas d'un niveau technique exceptionnel, mais c'est bien d'avoir des petites notions d'alpinisme pour cette étape, qui est donc en 21 jours pour ceux qui ne veulent vivre que cette aventure en particulier. Et c'est surtout une bonne occasion d'y aller puisque personne d'autre ne le propose et que ça serait un voyage difficile à faire partir autrement. Alors pour la sixième étape, on reste dans le même esprit que la cinquième étape. Donc on va traverser la région du Rolwaling, qui est une région très très peu empruntée, pour aller jusqu'au Khumbu, la région de l'Everest, en passant par un col glaciaire à 5730 mètres d'altitude. Donc là encore une fois, nous aurons des techniques un peu alpines avec cordes, crampons, piolets, bien sûr sous la tente. C'est une région avec une culture tibétaine assez préservée et puis un accès par la route pour ceux qui veulent ne faire que cette étape qui est en 23 jours et puis le retour en avion depuis Lukla. Donc il y a beaucoup de sommets, on peut y voir une belle ambiance de haute montagne avec beaucoup de sommets à 6 et 7000 mètres et le Shoyu qui est un sommet à 8000 mètres partagé entre la Chine et le Népal. Bon, c'est un des rares voyages proposés où l'aventure porte encore son nom. Et on atteint une vallée beaucoup plus fréquentée qui est la vallée de l'Everest, la vallée du Khumbu.
Pour la 7e étape, nous revenons dans le classique entre guillemets et dans le confort des lodges, puisque nous arrivons dans la région de l'Everest, qu'on appelle aussi la région du Khumbu. Donc on va faire une étape qui est un voyage presque classique, en tout cas un voyage assez extraordinaire, qu'on pourrait appeler l'Everest par les hauts cols, puisqu'il passe par les cols du Renjo Pass, du Chola Pass et du Kongdela, qui sont des cols à plus de 5000 mètres. On passe aussi par des belvédères à plus de 5000 mètres que sont le Gokyo-ri, près du lac bleu turquoise magnifique de Gokyo, et puis le Kalapatar, le fameux Kalapatar, et le Chukun-ri. Donc 3 belvédères, 3 hauts cols, 6 occasions uniques d'avoir des panoramas exceptionnels sur toute la chaîne himalayenne et sur tous les plus hauts sommets du monde, puisqu'il y a l'Everest à 8848 mètres, mais aussi le Lhotse qui est à côté, et parfois on peut apercevoir soit le Shoyu ou le Makalu. Donc c'est une région qui est peuplée par l'ethnie Sherpa, donc Sher qui veut dire Est en tibétain et pas habitant, donc les habitants de l'Est. Les Tibétains sont venus la coloniser il y a à peu près 200 ans. C'est une ethnie donc d'origine tibétaine avec un dialecte tibétain qui élève des yaks et qui a quelques villages avec des cultures. Dans cette région, évidemment, vous le voyez, il y a beaucoup de sommets, parmi lesquels on propose, et il est possible de faire les ascensions un peu devenues un peu les trekking peaks classiques que sont l'Island Peak et le Mera Peak. On a aussi le sommet du Barunse à plus de 7000 mètres, et puis bien sûr l'Everest qu'on propose et qui partira le printemps prochain. Donc c'est la région de haute montagne par excellence. On peut se refaire une santé dans les lodges avec un accès et puis revoir un petit peu du monde entre deux étapes d'envergure difficile de chaque côté. La 8e étape est probablement la plus engagée, la plus difficile au niveau physique comme au niveau logistique. C'est d'aller de l'Everest à la région du Makalu. Et pour aller d'une région à l'autre, soit on passe par les basses vallées, mais soit on passe par les hauts cols. Et les hauts cols, c'est l'Amphulapsa à 5800 mètres et le Sherpanikol à 6180 mètres. Ces 2 cols nécessitent des techniques alpines avec cordes fixes, crampons, piolets, donc d'avoir un petit peu de notion de technique, ça sera toujours utile. Là, encore une fois, l'enjeu, ça va être la météo, les équipes locales qui doivent être au top, avec des guides de haute montagne népalais et français. Donc c'est une étape en 26 jours, nous arrivons sur l'hiver, le froid commence à se faire sentir. Nous allons de la région de l'Everest avec un certain confort, vers la région du Makalu, déjà peu fréquentée, mais absolument magnifique. En passant le Sherpanikol, nous arrivons directement sur le camp de base du Makalu, qui est absolument exceptionnel puisqu'on campe à quasiment plus de 5000 mètres devant la face du Makalu, ce qui est assez rare pour les camps de base. Alors pour cette 9e étape qui va de la région du Makalu vers le Kanchenjunga, en passant par le dernier haut col de toute cette grande traversée qui s'appelle le Lumbasumba, dernier haut col à plus de 5000 mètres, qui est un col qui a été découvert très très récemment en 2009. Assez intéressant au niveau ethnique. Donc la première partie, ça se situe dans la région du Makalu. Jusqu'à maintenant, tout le monde y allait par la Shipton Trail, donc du nom d'Eric Shipton, ce grand explorateur aussi du Népal et de l'Himalaya, et faisait des allers-retours grâce à quelques lodges rudimentaires pour aller voir ce magnifique camp de base du Makalu. Nous, on y propose une boucle qui est déjà beaucoup plus ambitieuse, donc on se rend par la Shipton Trail jusqu'au camp de base du Makalu, et puis au lieu de revenir sur nos pas, on longe cette frontière tibétaine, mais en passant très très près, à quelques centimètres, pas sur la carte, mais en vrai, au niveau du Poptila.
Et puis nous arrivons par un itinéraire totalement hors des sentiers battus, par la forêt, par la haute montagne, jusqu'à une vallée qui s'appelle la vallée d'Haroun. Donc ça, c'est une vallée absolument magnifique, très connue pour les papillons, pour les insectes, pour les oiseaux, pour la biodiversité. Très connue aussi pour les villages. Donc il y a des villages tibétains, mais aussi des villages d'ethnie Rai, d'ethnie Limbu, donc une diversité ethnique assez incroyable. On peut y trouver aussi le panda roux, par exemple, qui est un animal assez rare. Quand nous sommes dans cette vallée d'Haroun, il y a de nombreux villages qui voient très peu d'étrangers. Donc on voit un peu le Népal dans son jus, comme il était peut-être il y a 20 ou 30 ans sur le tour des Annapurna. Donc après cette vallée d'Haroun, on enchaîne donc là vraiment par le petit village tibétain isolé de Toudam. Et là, on traverse des bergeries pour se rendre sur un col assez inattendu qui s'appelle le Lumbasumba. De l'autre côté du col, il y a un village absolument magnifique qui est Olangchungola. Depuis ce village-là, soit on descend pour rentrer, soit on enchaîne sur la région du Kanchenjunga. Alors, ce qui est assez incroyable sur cette étape, c'est que ces villages tibétains, finalement, sont le plus souvent beaucoup plus reliés au reste du Tibet qu'au Népal. Et par exemple, certains villages sont coupés du reste du Népal à cause de rivières en crue et les ponts qui se sont fait emporter par le courant. Et pendant plusieurs mois, leur seule solution est de communiquer avec le reste du Tibet. Il y a des caravanes de yaks qui se rendent là-bas, tout comme au Dolpo. Et puis il y a des échanges, il y a même des mariages entre Tibétains d'un côté de la frontière à l'autre. Et ça, c'est plutôt inattendu. Donc pour celui qui veut vraiment se retrouver dans un Népal authentique, hors des sentiers battus, avec vraiment un sens de l'aventure, de la rencontre, c'est le lieu idéal. Alors la dernière étape, la 10e étape dans la région du Kanchenjunga, nous permet de voir les deux camps de base de ce sommet à plus de 8000 mètres qui est partagé entre l'Inde, entre le Sikkim et le Népal. C'est un peu le grand final. C'est pour moi la plus belle région du Népal parce qu'on a une recette, on a un mélange de tout ce qu'il y a de mieux au Népal, de haute montagne, d'ethnie, de nature, de basse vallée, de haute vallée, d'agriculture, enfin, tout est là. Cette étape est en 29 jours, mais on propose aussi un voyage en 24 jours qui fait découvrir cette région qui est absolument magnifique. Alors, cette région est peuplée par les ethnies Rai et Limbu, qui sont des ethnies animistes, donc presque chamaniques, qui ne sont ni hindous, ni bouddhistes, ni d'autres religions, à part celle des esprits. Donc, il y a encore des chamans qui font des rituels encore très, très présents. Finalement, la montagne qu'on admire le plus s'appelle le Janu, qui est à 7700 mètres, qui s'appelle aussi le Kumbhakarna pour l'ethnie Rai et Limbu, qui est une montagne sacrée pour eux. On ne voit qu'elle, c'est la plus belle. Cette montagne impressionnante a été gravie la première fois par Lionel Terray en 1962 et on en fait presque le tour en passant par un col à un peu plus de 4000 mètres. Donc cette étape nous permet d'aller voir d'abord le camp de base nord du Kanchenjunga avec de très belles vues, on est vraiment le nez sur la montagne, puis de passer par le village tibétain, donc il y a l'ethnie tibétaine avec des yaks, avec de l'artisanat, avec encore toute cette ambiance tibétaine, et puis on sort du village de Gunza pour passer un petit col à plus de 4000 mètres et aller sur le camp de base sud, et après on redescend dans les basses vallées où là on retrouve la culture de riz, de cardamome, d'orge et les ethnies Rai et Limbu à nouveau. Donc on arrive sur des vallées à 800-900 mètres d'altitude, ce qui en fait vraiment un des treks les plus diversifiés, les plus sympas à faire. Voici donc les 10 étapes de cette grande traversée, grande épopée de 136 jours de marche. Beaucoup de superlatifs évidemment. On a pu compter 51 nuits à plus de 4000 mètres, 10 nuits à plus de 5000 mètres. Pour celui qui veut faire
un break dans sa vie ou bien faire un rêve d'enfance, partir très très longtemps dans un mode de locomotion à pied, avoir des aventures à la fois de haute altitude, de montagne, mais aussi de population et une aventure humaine avec d'autres participants qui seront sur certaines étapes ou la totalité aussi. Bon bah voilà, c'est le moment idéal. On n'est pas sûr du tout qu'elle partira tous les ans évidemment. Il y a tellement d'enjeux de logistique. On peut remercier donc pour ce grand projet Laurent Boiveau qui a fait l'intégrale en 2014 tout seul et puis qui a guidé aussi 5 de nos étapes en 2019. Donc il nous a beaucoup aidé sur certaines étapes difficiles et il a une belle connaissance du terrain. Et puis je voudrais surtout aussi remercier Yves, Xavier, Sandrine et Marion qui ont fait cette grande traversée en 2019. Merci à eux pour leur témoignage, pour leur retour et leur enthousiasme. Et puis surtout à nos équipes sur place qui sont très très dévouées, qui font tout pour que ça réussisse et qui étaient avant en terra incognita et maintenant qui ont une belle maîtrise du terrain.